Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui s'intitule Chien sans laisse. Chien sans laisse, c'est-à-dire en semi-liberté, on va dire ça comme ça. Une vidéo qu'on va articuler en deux parties. La partie, chien sans laisse dans la nature, chien sans laisse en milieu urbain. Pour ce faire, on a deux chiens à côté de nous, Harpo et Tao. Alors, on va mettre tout de suite les choses au clair. Je sais qu'il y a certainement des personnes qui d'ailleurs n'ont pas de chien et qui ont cliqué sur cette vidéo parce qu'ils ont vu le titre marqué chien sans laisse. Et je sais que certainement que certains ont cliqué sur cette vidéo parce qu'ils ont, juste en lisant le titre, fait un bond sur leur canapé ou sur leur chaise en disant comment c'est possible, les chiens sans laisse, en liberté, mais non, ça devrait même pas exister, les chiens c'est dangereux, ça devrait toujours être tenu en laisse, etc. Voilà, alors on va être extrêmement clair tout de suite. Il y a un maître mot dans cette vidéo que l'on va essayer de conserver du début jusqu'à la fin, ça va être le mot respect. Respect envers les possesseurs de chiens, envers surtout nos amis les animaux, les meilleurs amis de l'homme, mais également, et surtout c'est le plus important, respect envers les autres usagers. Les autres usagers qui, eux, n'ont pas forcément de chiens, et qui n'aiment d'ailleurs pas forcément les chiens. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être certainement pas de dire « Ah non, la laisse ça sert à rien, c'est pour les ringards, moi mon chien je le laisse courir partout, de toute façon il est gentil, il n'y a pas de problème avec mon chien, il court dans tous les sens, il fait tout et n'importe quoi, c'est la fête de la laisse, c'est la fête du slip ou tout ce que vous voulez, allez hop la laisse, poubelle, ça sert strictement à rien ». Non, c'est pas du tout possible, c'est d'ailleurs très irrespectueux envers les autres personnes avec qui on partage l'espace public ou l'espace naturel. La laisse est un élément indispensable et incontournable. Et même le chien le mieux éduqué du monde, le plus gentil du monde, a toujours un moment dans sa vie où il aura besoin de cette laisse. Pour le rassurer, pour le protéger ou par respect envers les autres usagers. C'est fondamental. Donc on ne se sépare jamais de cette laisse. A contrario, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est qu'il y a un juste milieu et un compromis qui est possible. Et moyennant une certaine éducation minimale, moyennant certaines règles qu'il va falloir respecter et observer, il est tout à fait possible d'avoir un espace commun entre possesseurs de chiens et non possesseurs de chiens, où le chien peut disposer d'un peu de liberté. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo également, c'est parce que moi généralement je suis toujours la tête entre le marteau et l'enclume. Je vois beaucoup de possesseurs de chiens qui font tout et un peu n'importe quoi. Alors bon, c'est très compliqué, hein. Des fois moi j'essaie de leur mettre un peu, comme on dit, de balles, en leur disant vous devriez peut-être attacher votre chien, là il y a beaucoup d'enfants, etc. Il y a peut-être des enfants qui ont peur, etc. Généralement, je dis mais de quoi vous vous mêlez, voilà. Généralement je m'en prends une, très clairement je me fais engueuler. Voilà. A l'inverse, d'un autre côté, quand moi mon chien est en liberté en respectant plein de règles également, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, me disent mais qu'est-ce que quoi, pourquoi vous laissez votre chien en liberté, machin, bidule, qui sont pas du tout contents non plus, parfois à juste titre, parce qu'ils ont rencontré effectivement les mêmes autres personnes avec leur chien qui faisaient strictement n'importe quoi. Voilà. L'idée dans cette vidéo, c'est de dire qu'il y a un compromis possible et c'est ce dont on va discuter précisément. Ce qui est important également, c'est de se conformer à la loi du pays où vous êtes. Elle est très différente selon les pays. Il y a certains pays où les chiens gambadent en liberté partout, c'est eux qui finissent les poubelles, c'est eux qui s'occupent du nettoyage et des choses comme ça. Voilà. A contrario, il y a d'autres pays beaucoup plus sectaires sur ce point de vue-là. Par exemple, au Québec, il est strictement interdit d'avoir un chien non en laisse dans tous les espaces publics. Tous, absolument tous. Il y a, contrairement à la France, par exemple, qui est un peu plus souple là-dessus. En France, par exemple, sauf si vous avez un chien de catégorie ou un chien dangereux, il n'y a rien, sauf indication contraire, bien sûr, qui vous interdit d'avoir un chien en liberté. Ceci dit, c'est pas pour ça que c'est bien perçu. Ce qui est important, c'est l'esprit de la loi. C'est-à-dire qu'on a un espace à partager et qu'il faut que dans l'esprit de ce respect qui est toujours le maître mot de cette vidéo, on puisse partager cet espace. L'idée maîtresse de cette vidéo, ça va pas être de vous expliquer comment dresser votre chien, comment éduquer votre chien, appelez ça comme vous voulez, pour arriver à faire ce qu'on va un peu montrer dans les différentes phases de cette vidéo. Quand vous éduquez votre chien, allez voir un éducateur si vous n'y arrivez pas tout seul. L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer le niveau d'éducation minimale, on va dire idéal,
que devrait avoir votre chien ou que doit avoir votre chien si vous voulez envisager effectivement de lui donner cette liberté. Randonner avec son chien sur un jour, sur 2 jours, 3 jours ou même voire plus. Comme je vous l'ai dit, avec les chiens que j'ai ici, Tao et Harpo qui est le plus vieux, qui a maintenant 14 ans, j'ai parcouru des milliers de kilomètres. On ne peut pas parcourir des centaines de kilomètres avec son chien en l'ayant tout le temps en laisse. Ça ne peut pas, ça peut pas. Et il a besoin de cet espace également de liberté et cette partie de liberté. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me disent, quand je promène mon chien, moi je le promène toujours en laisse. Alors c'est vrai que tous les chiens non plus ne peuvent pas être en liberté. Ça demande un niveau d'éducation minimal. Et ça, c'est pas tellement une question de capacité, tout le monde est capable à peu près d'éduquer son chien, mais ça demande surtout beaucoup de temps. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément la capacité de s'occuper autant de son chien, de donner autant de temps à son chien, malheureusement, parce qu'on travaille et tout, on a plein d'obligations, pour arriver à un tel niveau d'éducation. Donc soyons clairs, il y a des chiens qui devront toujours rester en laisse. Mais c'est vrai que quand on me dit mon chien est heureux, il est toujours avec moi en laisse quand je me promène, oui, c'est vrai qu'un chien qui se promène en laisse, avec son maître, il est heureux. Il y a une différence entre effectivement toujours promener son chien en laisse et lui laisser un espace de liberté. Psychologiquement, ça change beaucoup de choses pour lui. Un chien a besoin de cet espace-là de liberté pour mieux assumer le monde. Ne pas toujours avoir ce lien avec son maître, avoir une certaine autonomie psychologique, que moi je vois entre le moment où je le tiens en laisse et le moment où je laisse ces espaces de liberté. Eh bien là, effectivement, il est vraiment heureux, il est vraiment pleinement équilibré. Donc c'est important, à mon sens, pour l'équilibre psychologique de votre chien. Les bases, mais vraiment les bases, doivent être vraiment connues et maîtrisées. Alors, il est essentiel que votre chien sache ce que c'est que assis, couché, pas bouger. Et quand je dis assis, couché, pas bouger, c'est pas juste comme ça pour s'entraîner et puis après on donne la récompense et puis tout va bien. C'est que par exemple, votre chien puisse rester assis ou couché sans bouger, en toutes circonstances. Parmi les bases essentielles également, ça paraît évident, mais c'est que votre chien puisse marcher à côté de vous, en laisse, sans tirer sur la laisse, parfaitement au bon endroit, mais également sans laisse, toujours à la même position, sans bouger. Un dernier qu'on peut citer par exemple qui est incontournable, c'est le rappel de votre chien. Il doit être systématique et il doit être absolument catégorique et le chien doit parfaitement obéir à cet ordre. Alors ça peut être un appel, généralement c'est soit un sifflet, soit effectivement avec un ordre oral. Quelle que soit la solution que vous choisissez, que ce soit en sifflant ou les deux avec le sifflet et l'ordre oral, il faut que cet ordre soit parfaitement compris, acquis et respecté, c'est-à-dire qu'en fait il obéit systématiquement à cet ordre, quoi qu'il arrive, même s'il voit un chien, un chat qui traverse, etc., vous le rappelez, il revient, quoi qu'il arrive. Que ce soit par sifflet ou bien par la voix, le rappel est unique pour chaque chien, c'est-à-dire qu'en fait, le rappel que vous allez utiliser, il est codé. Chaque chien a son rappel, avec son intonation, avec son mot particulier ou avec sa façon de siffler particulière. C'est quoi Tout ça, ce sont des bases qui doivent être parfaitement comprises par votre chien avant d'attaquer la partie supplémentaire. Alors, un autre point fondamental, et je vais même dire crucial, c'est qu'avant de penser pouvoir faire des randonnées ou des balades en liberté avec votre chien, c'est que votre chien, que ce soit en milieu urbain ou en milieu naturel, soit complètement, ou en tout cas le maximum possible, désinhibé à tout ce qu'il peut croiser dans la nature, et notamment les choses en mouvement. On le sait tous, il y a un instinct prédateur du chien, même si c'est pour jouer ou pour s'amuser, votre chien aura toujours tendance à courir après tout ce qui est en mouvement. Et plus ça bouge vite, plus ça va l'exciter et plus il a envie de courir après. Voilà. Alors c'est juste que c'est pas possible. Alors je pense à tout ce qui est en mouvement, par exemple ça peut être simplement un jogger, un cycliste, une trottinette, une voiture électrique, je sais pas, il y en a plein de choses, même les voitures, parce que moi par exemple Tao au début courait après les voitures pour leur rendre les pneus, voilà, rien que ça.
un tracteur, un avion, un train, je sais pas, tout ce qui vraiment peut bouger, et même des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qu'on peut croiser dans la nature, comme par exemple les chevaux. Ça peut être des choses beaucoup plus embêtantes, comme par exemple les enfants en mouvement. Soyez très prudents avec ça, les enfants en mouvement qui courent dans tous les sens, voilà. Parce que même si votre chien se met à courir pour jouer après un enfant parce que ça l'amuse, l'enfant, lui, ne sait pas que c'est pour jouer, et ça peut poser beaucoup de problèmes, d'accord ? Pour désinhiber un chien comme ça demande beaucoup de temps, comme je le disais. Et par exemple, si on prend l'exemple des chevaux, eh bien, ça demande des investissements. Par exemple, aller dans un centre équestre, montrer à votre chien quand il est tout petit ce que c'est un cheval, ce que c'est un cheval en mouvement, au pas, au trot, au galop, attaché en laisse au début, bien entendu. Le faire vivre avec les chevaux jusqu'à ce que ce soit complètement anodin. Ah oui, un cheval, bon, ok. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est fondamental, ne serait-ce que ça pour sa propre sécurité. Il faut être averti sur le fait qu'il y a des désinhibitions que vous n'arriverez jamais à faire totalement, comme les animaux sauvages dans la nature, par exemple, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Ou par exemple, quand vous êtes en ville, eh bien, le chat. Moi, mon chien adore les chats, mais s'il voit un chat qui passe à fond de cale et qui se sauve, il a, je veux dire, une bonne chance sur 10 de courir après. Potentiellement, il y a des choses auxquelles vous ne pourrez jamais donner une confiance totale à votre chien. Il faut juste en être conscient et être extrêmement soucieux et vigilant sur ça. Alors pour finir, dans cette vidéo, on va également montrer que bien sûr, il est tout à fait possible d'éduquer son chien pour des moments sans laisse, mais surtout également, et moi j'en suis convaincu, c'est que la laisse peut être strictement contre-productive, voire dangereuse. Alors je vais m'expliquer, bien sûr. Contre-productive, parce qu'il faut savoir que la laisse modifie considérablement le comportement de votre chien. Alors ça peut être pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que quand votre chien est tenu en laisse, par exemple, si dans un milieu où il est un peu inquiet, ça va le rassurer. Parce qu'il y a un lien qui se crée entre vous, votre chien, et vous-même. À l'inverse, par exemple, on a souvent vu des petits roquets. Bon, je m'excuse pour les gens qui ont des petits chiens, mais quand vous les croisez avec votre chien, eh bien, le petit roquet va vous aboyer dessus, comme ça, comme si, voilà, moi je suis la bête du Gévaudan et je vais te couper en deux. Le même chien, vous le libérez de sa laisse, je vous assure que le petit roquet, il va pas emmener, il va un peu fermer sa bouche, il va faire un peu que le camembert. Pourquoi ? Parce qu'en fait, attaché à son maître, le chien a un comportement différent. D'abord, il veut certainement protéger son maître, parce qu'il est là, il est attaché à lui, c'est un lien qui est très fort, je protège mon maître, effectivement. Mais c'est surtout qu'il se sent également plus fort. Ça peut le rassurer, mais ça peut également le rendre un peu plus bête. La laisse modifie considérablement l'aspect psychologique de votre chien. Donc voilà, ça peut également être contre-productif parce que dans l'enseignement que vous allez lui fournir, il sera incapable de trouver son autonomie et d'avoir des réactions plus saines vis-à-vis des autres personnes ou des autres chiens. Ça peut être également dangereux. Alors, pourquoi dangereux ? Par exemple, moi très clairement, puisque là, on va aborder la première partie de la vidéo qui est le chien sans laisse dans la nature, quand on fait des randos dans des montagnes. Je ne parle pas d'escalade ou de trucs extrêmement compliqués, mais tous ceux qui le font avec leurs chiens savent très bien qu'il y a des passages et des chemins qui sont parfois assez pentus, qui sont donc des chemins dans lesquels il faut faire attention quand on marche. Dans ce genre de passages qui sont parfois un peu glissants et qui, un accident étant vite arrivé, eh bien, il faut faire extrêmement attention. Avoir son chien en laisse, c'est juste une ineptie. Pourquoi ? Parce que le chien ne voyage pas du tout dans ces conditions-là, sur ces chemins un peu difficiles, de la même façon que vous. Il y a des fois, c'est vous, en tant que bipède, vous aurez l'avantage, c'est-à-dire que pour grimper sur certains rochers, là où votre chien aura peut-être des difficultés, vous, ça sera beaucoup plus facile, et vous serez largement devant lui. A l'inverse, des fois, être quadrupède, c'est un gros avantage. Et dans certains aspects du terrain, quand ça monte ou que ça descend un peu fort, votre chien va aller beaucoup plus vite que vous, parce qu'il est beaucoup plus agile, tandis que vous serez là en train de peigner derrière. Voilà. Donc, vous n'aurez pas du tout la même façon d'aborder le terrain, la même façon et la même vitesse surtout d'aborder le terrain, donc par exemple dans cet exemple concret là. Si à ce moment-là vous mettez une laisse,
avec ça augmente largement les risques. Les risques pourquoi? Parce que votre chien qui va être concentré, ou vous qui allez être concentré sur les rochers ou sur la pente, eh bien il va avoir tendance à vous dépasser, vous à le dépasser, donc à un moment donné ça va tirer sur la laisse, ça peut déstabiliser l'un ou l'autre, l'un des deux donc peut donc glisser, vous serez moins concentré parce que vous allez vous concentrer sur le chien, sur la laisse, alors attendez, parce que voilà, qui plus est, si la laisse est un peu longue pour laisser un peu d'autonomie dans sa manière de grimper sur les rochers, vous avez également la possibilité de vous prendre les pieds dans la laisse, donc c'est juste pas possible. Quand vous montez sur ce genre de chemin ou quand vous les descendez, il est strictement, moi je pense que c'est strictement une ineptie de laisser la laisse. Cet exemple-là vous montre que il y a des moments, alors certes ils ne sont pas très nombreux, où la laisse peut s'avérer même complètement dangereuse. Une petite aparté également que je voulais faire, c'est que souvent on me pose la question « Ah, vos chiens, ils sont super bien éduqués, machin, ils obéissent bien, ils sont gentils, etc. » C'est vrai, ils sont très gentils, oui. C'est quoi comme race de chien? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme race de chien? La meilleure race de chien pour faire des randos comme vous, etc. Alors moi, je vais vous le dire, ça n'engage que moi. Si vous avez envie d'acheter des chiens de race, pourquoi pas? Il faut savoir que souvent les gens achètent des chiens de race, non pas pour les caractéristiques de la race, mais un peu pour une notion d'ego, vous voyez. Alors ça, il faut que vous ayez une réflexion vis-à-vis de vous-même, une réflexion psychologique là-dessus. Moi, je vais vous dire, mes chiens sont toujours des chiens qui sont venus d'associations, qu'ils ont récupérés, soit à la SPA, soit d'autres associations, et qui ont toujours été des bâtards, c'est-à-dire des sang mêlés. Je vais vous dire, le meilleur chien du monde, c'est le sang mêlé. C'est le plus intelligent et le plus solide physiologiquement. Même si les éleveurs font beaucoup d'efforts pour faire du mélange génétique, malheureusement, le brassage génétique dans les chiens de race est malgré tout assez limité et il y a plein de problèmes. Voilà, c'est pas à 100%, c'est pas une critique générale que je fais, mais il n'y a pas plus solide et plus intelligent qu'un sang mêlé. Il faut savoir qu'en France, on est le roi de l'abandon des chiens. Vous voulez acheter un chien pour faire quoi que ce soit, vous êtes vraiment décidé sur la chose, vous avez envie d'un chien de race, pourquoi pas, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, ce que je vous dis, c'est que avant de partir dans cette démarche-là, allez visiter un chenil. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un coup de cœur sur un chien qui est là, abandonné, que vous pourrez sauver de la mort et qui viendra, ça je peux vous l'assurer, un excellent compagnon pour toute votre vie. Alors, avant de partir sur un chien de collection, c'est pour plaisanter bien sûr, mais un chien de race, faites l'effort, allez dans un refuge et regardez ce qu'il y a. Vous ne trouvez pas, ça ne vous plaît pas, eh bien vous ne le faites pas. Mais au moins vous avez eu la démarche. Voilà. Avant de commencer, qui concerne les gens qui n'ont pas de chien et qui n'ont pas forcément envie de voir tout ce dont on va parler juste après, vous pouvez sauter directement au timing que vous allez voir là sur la vidéo et qui sera une discussion un peu générale sur les personnes qui n'ont pas de chien, notamment par exemple le comportement à avoir si vous croisez des chiens en liberté. Alors quand je dis chien en liberté, c'est pas le chien qui se promène en semi-liberté avec son propriétaire, ce sont les chiens qui sont abandonnés, perdus ou voire pire, retourner à la vie semi-sauvage. J'en ai déjà croisé. Et maintenant c'est parti, on va attaquer directement le vif du sujet et on va retrouver la première partie, chien sans laisse dans la nature. On va retrouver directement notre ami Tao qui va nous faire des démonstrations. C'est parti. Et ben voilà, on se retrouve dans la nature et c'est quand même beaucoup plus agréable comme ça, in situ, dans ce magnifique soleil d'automne, pour vous montrer en fait avec notre ami Tao qui va nous faire la démonstration, qui a maintenant 2 ans et demi d'éducation, qui va vous montrer effectivement les différents niveaux minima d'éducation à avoir. C'est tout, allez, voilà. Le premier point essentiel d'éducation, quand vous sortez effectivement avec votre chien sans laisse en promenade, sur plusieurs jours comme ça, c'est qu'il soit capable de respecter le chemin. C'est-à-dire en étant devant vous, dans cette position-là où il est à une dizaine de mètres par exemple devant vous, parce qu'ils aiment bien être devant généralement, respecter le chemin sur lequel il marche, c'est-à-dire rester sur le chemin, sans courir à droite et à gauche, à fond de cale partout pour aller courir après les animaux, ou je sais pas quoi. Voilà, alors on l'autorise par exemple aller un peu sur le côté s'il veut faire pipi, mais il doit respecter le chemin sur lequel il est. Et respecter la distance également. Voilà, s'il est trop loin, je lui indique, Tao, tu attends un peu, et il attendra à la distance à laquelle je lui dis.
Voilà. Le deuxième point, c'est que votre chien, en plus de respecter le chemin, connaisse 3 positions. Cette position-là, en fait, qui est la mieux pour lui, où il est en pleine liberté, où il est sur son chemin, il peut aller à droite, à gauche, courir, puis c'est fait comme il veut, voilà. Il respecte le chemin, il est devant, et il est en toute liberté. Et ça, c'est le point le plus important quand votre chien voyage, c'est qu'il a besoin de ces moments. Voilà. La deuxième position qui est essentielle également, c'est la position en cas de problème ou si vous croisez des personnes. Il faut rappeler que d'une manière générale, il y a au moins 10% des personnes qui n'aiment pas voir les chiens en liberté, soit parce que ça leur plaît pas, soit parce qu'ils en ont peur ou même ils ont des phobies. Ce qui est important, on l'a dit dans cette vidéo, c'est le mot respect. Donc quand on croise d'autres passants, bon ici j'en ai pas pour l'exemple, mais on va faire malgré tout un exemple, c'est de rappeler votre chien au pied. Allez, viens, on marche au pied. Pied, allez. Là. Voilà. Allez. Ici, pied. Voilà. Il est ici, donc au pied. Et je le garde au pied jusqu'à ce que je croise la personne qui viendrait en face. Pied. À partir du moment où la personne est croisée, ou l'autre chien, ou l'autre animal, peu importe ce que c'est, je lui donne un signal qui lui dit qu'il peut retourner devant dans sa position préférée. Allez. Voilà. Il retourne devant, et là, ça veut dire pour lui, eh bien voilà, je suis de nouveau en système un peu semi-liberté, je fais un peu nouveau ce que je veux. La troisième position qui est intéressante, qui permet de donner plus de marge de sécurité avec votre chien si vraiment il faut le protéger, c'est de le ramener derrière vous. Allez, viens. Derrière, derrière. Et là, comme vous allez voir, il connaît parfaitement la position derrière, c'est-à-dire qu'il va rester derrière moi. Au besoin, je l'aide un peu avec le sticker. Voyez, ici, derrière. Voyez, dans la position derrière, il reste strictement derrière moi. D'ailleurs, vous voyez, on ne voit que son ombre. Il connaît cette position, et là, au moins, je suis sûr qu'il est vraiment derrière, qu'il ne risque pas de s'échapper, de courir après un animal ou autre chose. Le petit sticker peut l'aider. Alors, le sticker, c'est pas pour frapper sur les chiens, hein. Le respect, ça ne veut pas dire la violence ni la douleur, c'est hors de question. Le sticker, c'est juste pour le ramener un peu derrière, si jamais il oublie que le mot derrière veut dire effectivement derrière. Il est derrière moi, et une fois de plus, lorsque c'est terminé, je lui dis allez, file. Allez. Et là, c'est parti. Il est reparti. La dernière des solutions, évidemment, on la connaît tous, c'est la laisse. Si au moins vous croisez beaucoup de gens qui effectivement peuvent être inquiets des chiens, des enfants ou des choses comme ça, il y a toujours cette solution-là. Et évidemment, on ne s'en sépare pas parce que des fois, elle est essentielle et elle est incontournable. Cette idée de ramener le chien dans plusieurs positions, j'ai parlé des passants, effectivement, d'être respectueux envers les passants, les autres passants que vous pouvez croiser. Elle vaut aussi pour d'autres choses, c'est-à-dire pour les vélos, pour les chevaux, les choses comme ça. Ceci dit, on le sait tous, on a tous des chiens, la réussite 100%, ça n'existe pas forcément. Voilà. Vous voyez un vélo qui arrive au loin, pour donner l'exemple d'un vélo, vous rappelez votre chien au pied. Voir si vraiment il n'est pas dans une éducation parfaite, vous le rattachez en laisse. Il y a un dernier élément qui, à mon sens, est un élément essentiel. Je ne sors jamais champ, c'est la clochette. Alors la clochette, c'est super chiant quand vous marchez des heures et des heures avec votre chien. J'en suis parfaitement conscient. Cette clochette que l'on accroche effectivement ici, ou ailleurs, peu importe, l'essentiel c'est qu'elle fasse du bruit, a plusieurs fonctions. Et ces fonctions sont importantes. La première des fonctions, c'est pour la chasse. Il faut également respecter nos amis chasseurs. Pour l'instant, la chasse est toujours autorisée en France ou dans d'autres pays. L'idée, c'est que effectivement, il faut éviter de se faire tirer dessus, tout simplement. Qu'un chasseur confonde votre chien qui sort d'un fourré avec un sanglier ou n'importe quoi d'autre. La clochette, effectivement, nous permet de nous entendre arriver de loin et d'avertir le chasseur, qu'il évite de nous confondre avec un VTT. La deuxième chose, c'est effectivement d'avertir les autres usagers. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont très inquiets avec les chiens. Généralement, moi j'essaie de voir toujours les gens à peu près à l'avance. Il y a d'autres personnes, je rappelle mon chien, etc., comme on a vu tout à l'heure. Il faut savoir que c'est pas 100% de réussite. Des fois, votre chien peut sortir d'un fourré parce qu'on n'est pas toujours sur des chemins non plus, d'accord, et où quelqu'un peut également sortir en train de cueillir des champignons que vous n'avez pas vus. Voilà, la clochette, ça permet d'avertir les gens, de leur dire il y a un chien. Et là, tout de suite, vous voyez la réaction des gens. Et en fonction de leur réaction,
vous pouvez dire, eh bien, vous rappelez votre chien, ou si les gens sont très friendly, oh le joli petit chien, etc. Bon là, vous pouvez laisser gambader comme vous voulez. Voilà. La troisième chose importante, c'est que certes votre chien, il faut toujours le garder en visuel, ça je pense que c'est une évidence, je ne l'ai pas dit, mais bon. Il y a plein de forêts où les chemins sont très étroits, où les fougères ou les arbres sont un peu hauts, vous n'aurez pas toujours visuel de votre chien. La clochette vous permet de savoir, vous savez où il est et vous connaissez sa distance. C'est un élément essentiel, évidemment, de sécurité. Et ça me permet, même dans les endroits où je le vois, de savoir, sans avoir à le regarder, exactement où il est autour de moi. Voilà. Le dernier des points, c'est effectivement les interactions avec la nature sauvage. Très important. Votre chien, vous pouvez le désinhiber au vélo, au coureur, au jogger, à tout ce que vous voulez, même aux chevaux. Il y a toujours un point qui reste toujours très litigieux. Si vous croisez par exemple un animal sauvage, une biche, etc., même s'il est bien éduqué, même s'il est éduqué au rappel, vous avez un très large pourcentage de chances qu'il se mette à courir après. C'est l'instinct, c'est comme ça. La clochette permet d'éviter ces interactions au maximum. C'est-à-dire qu'en fait les animaux sauvages ne sont pas cons. À partir du moment où ils entendent une clochette qui ressemble un peu à une clochette de chien de chasseur, ils vont vous éviter. Et donc c'est extrêmement simple, c'est que quand moi je mets une clochette, je ne croise jamais aucun animal sauvage. Les fois où je l'oublie, les fois où je ne la mets pas, il m'arrive de croiser des bouquetins, des cerfs, des choses comme ça, ou des sangliers, de manière très régulière. Donc vous voyez, ça a une grosse influence. La dernière des influences sur les animaux sauvages, c'est également, selon les pays, il peut y avoir des animaux sauvages qui peuvent être dangereux. Même en Europe, vous croisez un ours et puis qui a été surpris par vous parce qu'il a ses oursons avec lui et qui ne vous a pas entendu arriver, ni vous ni votre chien, c'est clair que même si l'ours n'est pas un animal dangereux en soi, même s'il est là pour éviter l'homme, il va pas se laisser faire, il va très très mal le prendre, l'ours, et n'est pas du matin. Pareil également par exemple les sangliers, on sous-estime très largement les sangliers, mais vous surprenez une portée de sanglier avec sa mère, et c'est laid, je peux vous assurer qu'une charge de sanglier, ça fait extrêmement mal. La clochette a tous les avantages, elle vous évite toutes les rencontres avec les autres animaux sauvages, ça évitera les 10 ou 20% d'improbabilité qui restent de non-contrôle du chien qui peuvent toujours arriver. Il est important que votre chien soit éduqué à respecter la route, surtout quand il est devant vous, et à ne jamais traverser une route sans que vous lui donnez un ordre. Que vous soyez en visuel, présent ou non présent. Vous voyez, Tao ne traverse pas, il attend. Il attend. On est là, on regarde à droite et à gauche. Avec ou sans moi, il aura attendu. Le dernier point d'interaction qui doit faire preuve d'une très grande attention à votre esprit, c'est l'interaction avec les animaux d'élevage, que ce soit des ovins, que ce soit des vaches en libre pâturage ou même des chevaux. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, si vous croisez un élevage d'ovins, par exemple des brebis, ou même s'il peut y avoir des chèvres ou des choses comme ça, il n'y a pas à discuter. Vous ramenez votre chien et vous le mettez en laisse. Pourquoi ? Parce que 90% des troupeaux qui sont aujourd'hui présents à cause du retour de loup, qui est en soi une bonne chose, sont surveillés par des chiens de troupeau. Alors moi ça s'est toujours bien passé avec les chiens de troupeau. Il y a plein de règles qui existent sur internet, et plein d'explications que je laisse regarder qui expliquent comment gérer l'interaction avec un chien de troupeau, qui soit du reste un patou ou pas un patou, parce qu'il n'y a pas que les patous non plus. C'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le sujet c'est l'interaction avec votre chien. Lisez bien ces consignes qui existent sur internet, votre éducation est importante. À ce titre, je tiens à souligner aussi à nos amis les éleveurs que l'éducation des patous est importante aussi, parce que moi, si je n'ai jamais eu de problème, certaines personnes qui ont respecté les règles ont déjà eu de gros problèmes. Dès que vous croisez un élevage de ce genre, d'abord essayez de l'éviter, si c'est possible, c'est pas toujours possible, des fois les chemins passent au milieu, ou à droite, ou à gauche. Vous rappelez votre chien, et vous le tenez en laisse tout le temps que vous croisez le troupeau. Soyez très prudent avec ça. Un autre type d'animal d'élevage qu'on peut croiser dans la nature, par exemple, c'est la vache. Alors la vache, soyez très prudent avec les vaches également, on en croise beaucoup en libre pâturage l'été. Généralement, elles sont très tranquilles avec les promeneurs, mais il y a chaque année des accidents, dont certains sont mortels. C'est exactement pareil que pour les moutons ou les brebis. Vous rappelez votre chien, vous le tenez en laisse. Je me suis déjà fait agresser par des vaches, effectivement.
avec un chien et sans chien. Je m'en suis sorti d'abord, il faut jamais fuir, hein, mais ça, on verra à la fin de la vidéo, il y a tous ces conseils là-dessus. Vous ne fuyez jamais devant une vache, elle courra beaucoup plus vite que vous. On peut essayer de se grandir en levant les bras en l'air, en montrant, etc., qu'on a des bâtons, etc., sans non plus être menaçant. Moi, c'est comme ça que ça l'a stoppé. Le chien, vous le tenez en laisse. Le conseil que moi je donne, c'est de le tenir avec un nœud que vous pouvez lâcher. Si vraiment l'attaque se poursuit, ça m'est jamais arrivé, si l'attaque se poursuit, l'idée c'est de vous séparer de votre chien. Votre chien peut s'en sortir tout seul. Il court beaucoup plus vite qu'une vache, même avec des sacoches, je vous l'assure. Sauf si c'est un vieux chien, évidemment. Attention, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. On ne sacrifie pas son chien. Ce n'est pas ce que je veux dire. Le dernier point, des interactions qu'on peut avoir. Alors, il y en a plein, mais par exemple, ça peut être avec des chevaux sauvages ou des choses comme ça. Pareil, vous rappelez votre chien, les chevaux sont beaucoup plus cool généralement. Dans le doute, vous le tenez également en laisse. Voilà. Alors vous savez, les chiens ont l'habitude de manger des excréments de chevaux, des trucs comme ça. Bon, en soi, c'est pas catastrophique, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui volontairement, mettent des boulettes empoisonnées sur les chemins où ils n'ont pas envie de voir des chiens pour les raisons X ou Y, parce qu'ils n'aiment pas les chiens. Soyez très prudents avec ça. Ne laissez jamais rien manger quand il est à l'extérieur, dans la nature. Au-delà des boulettes empoisonnées également, il faut savoir qu'il existe encore des gens qui posent des collets, par exemple, ou des pièges. C'est strictement interdit. Des pièges à loups, des pièges, comme on les connaît, vous savez, avec les mâchoires, tout ça. Des collets. Moi, ici, dans la nature où je suis, dans la Garrigue, en passant des fois en dehors des chemins, il m'est arrivé de trouver des collets. Alors, de toute façon, il faut aussi également se conformer à la loi de votre pays. Il faut s'y intéresser parce qu'en fait, souvent, les gens ne comprennent pas trop la loi. Par exemple, en France, pour prendre l'exemple de la France, chaque année, vous allez voir refleurir sur les réseaux sociaux, un peu partout, je crois que c'est du 15 avril au 30 juin, si je me rappelle bien, il est strictement interdit de promener son chien dans la nature. Il est strictement interdit, il faut le tenir en laisse partout. Non, en fait, cette loi, qui existe depuis très longtemps, que tout le monde connaît, dit simplement que, en fait, il est effectivement obligatoire de tenir son chien en laisse si dans cette période-là, qui est la période de reproduction, donc qui est effectivement pour les animaux sauvages une période très importante, si vous êtes en dehors des chemins forestiers. Ça veut dire que si, comme là je fais là actuellement, avec notre ami Tao, qui est ici toujours devant moi, qui n'a pas bougé, si vous êtes sur les chemins forestiers, même dans cette période, et que votre chien est obéissant, vous pouvez très bien, sans enfreindre la loi, le laisser en liberté, évidemment surveillé et contrôlé. Mais si jamais vous avez envie de sortir malgré tout des chemins, dans ce cas, oui, il faut mettre la laisse. Je veux dire, c'est du bon sens que tout le monde a. Voilà, donc vous voyez, tout ça pour dire, c'est que souvent, les lois, les gens ne les connaissent pas, et on les voit refleurir chaque année, complètement déformés. L'esprit de la loi, c'est que pendant cette période, on fait pas chier les animaux sauvages dans la nature, en dehors des chemins forestiers, et c'est une évidence sur le chemin. Une consigne importante, entre autres du rappel, parce que celle-là, effectivement, vous dites bien que le rappel, c'est une consigne des plus importantes, c'est que votre chien puisse s'arrêter là où il est. Soit un ordre oral, soit un ordre à siffler, qui lui dit « Ok, maintenant on s'arrête, immédiatement. » Stop. Et là, vous voyez, je peux passer. Il ne bougera pas. Jusqu'à ce que je lui donne un ordre à bouger. Allez, c'est parti, c'est bien. Voilà. Voilà. Alors, dans toutes les vidéos, vous avez pu remarquer, vous avez vu que quand je sors le chien, généralement, je lui mets des sacoches. Alors, c'est évident, c'est quand on part plusieurs jours, la sacoche sert à porter du matériel. Il faut savoir que tout animal, quel qu'il soit, sans un entraînement particulier, mais avec du bon matériel, qui peut, évidemment, pour éviter de le blesser, peut porter jusqu'à 10% de son poids sans aucun souci. Pour l'exemple de Tao, par exemple, qui fait 22 kg corporel, il peut porter jusqu'à 2,2 kg, vraiment sans aucun problème. Bon, ça c'est l'aspect évidemment le plus essentiel de la sacoche, mais c'est pas le seul aspect. Ça a également des aspects psychologiques. Psychologique d'abord pour le chien. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais à partir du moment où je mets le sac à dos sur lui, sa vision des choses, son comportement change. Il se dit, voilà, attention, on est parti pour un truc un peu long, ça risque d'être long, et il faut que je m'économise un petit peu, quoi. Il est beaucoup plus respectueux, il marche sur le chemin.
c'est d'augmenter le capital sympathie de votre chien. Vous allez vite vous rendre compte qu'entre un chien en liberté sans laisse qui va croiser quelqu'un, où les gens parfois vont être un peu méfiants, oh là, attends, il est sans laisse, c'est quoi ce chien, il est à qui, oh là là. Et le même chien à qui que vous laissez en liberté avec un sac à dos, le comportement des gens va être très différent. Les gens vont le voir arriver avec le sac à dos, ils vont se dire « Oh, mais c'est quoi ce joli petit chien? Mais qu'est-ce qu'il porte sur son dos? Mais il porte ses croquettes, il porte quoi? Il porte sa niche aussi, mais c'est quoi cette histoire ?» Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ont une vision différente du chien quand il porte des sacoches, très clairement. Ça augmente le potentiel sympathie de votre chien, et c'est pas anodin quand on se promène avec un chien en liberté ou en semi-liberté. Donc on a vu notre chien en liberté dans la nature, en sachant que c'est pas du tout exhaustif, hein. Il y a tellement de conseils à donner et de règles à faire que ça prendrait beaucoup trop de temps dans une vidéo. Là, ce que je vous ai donné, c'est vraiment les bases minimum et essentielles. On va partir maintenant sur le chien en liberté, c'est-à-dire le chien sans laisse, en semi-liberté, en milieu urbain, qui est complètement différent, mais il faut savoir que tout ce qu'on a dit et toutes les bases dont on a parlé en milieu naturel restent évidemment valables. On ne va pas y revenir, mais désinhibition, les strictes obéissances à tout ce qui est couché, pas bouger, le chien en laisse, pas en laisse, etc. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent doit être complètement acquis et reste strictement valable dans le milieu urbain. Ce qu'on va juste voir maintenant avec notre ami Tao, maintenant in situ en ville, c'est les petits trucs en plus qui vont effectivement pouvoir vous aider et acquérir la sécurité, sachant que là on parle de milieu urbain et que donc le danger est beaucoup plus grand. C'est parti. Alors voilà, on se trouve une fois de plus in situ en milieu urbain. Alors quand je dis milieu urbain, on s'entend, on est dans un petit village ici, on n'est pas non plus avenue des Champs-Élysées, bien sûr. D'ailleurs, tout ce que je vais vous montrer là dans les vidéos qui vont suivre, c'est les choses que je fais ici dans mon village où il y a peu d'habitants, peu de circulation, parce que le véritable danger c'est surtout ça. Mais c'est quelque chose que je ne ferai pas, par exemple, place de l'Étoile, c'est une évidence. Le milieu urbain est un milieu extrêmement dangereux, évidemment, on le sait. Donc c'est un milieu où l'espace de liberté est beaucoup plus réduit et où la laisse est d'autant plus indispensable. Donc moi en milieu urbain, effectivement, je passe mon temps, quand il y a un danger, à mettre la laisse. Quand il n'y a plus de danger, je laisse un petit peu de liberté, j'enlève la laisse, je mets la laisse, j'enlève la laisse. Quand vous avez effectivement une laisse normale, accrocher et décrocher à chaque fois la laisse sur le collier, c'est un peu long. Voilà, donc moi ce que je conseille, c'est d'éduquer votre chien à respecter ce genre de choses, c'est-à-dire une laisse avec un nœud non coulant, bien sûr, exactement, qui puisse marcher comme on le voit exactement sur la vidéo, avec ce système-là, dans le total respect de cette laisse, comme s'il était attaché. D'ailleurs, il faut le dire très clairement, c'est que c'est pas la laisse qui fait le lien. Là, moi je vois déjà des gens par exemple qui ont des laisses super solides, super serrées, des trucs qui pourraient tenir des tyrannosaures, alors que en fait le chien continue toujours à tirer et à faire n'importe quoi, il n'a aucun respect de la laisse, pire respect de la laisse, que ce soit une laisse accrochée ou non accrochée comme ici, voilà, ça n'a rien à voir avec la manière dont la laisse est accrochée, avec la solidité de la laisse ou quoi que ce soit, c'est uniquement la manière dont votre chien est éduqué et la manière dont il respecte la laisse. Voilà, en ville, très pratique, je mets un danger, je mets la laisse, pas de danger. Le point essentiel en ville, il est tout à fait possible d'éduquer à votre chien de marcher sur le trottoir en respectant le trottoir, c'est-à-dire ne jamais en sortir. Et beaucoup mieux, et ça c'est indispensable également, ne jamais traverser une route et quitter un trottoir sans un ordre précis, sans que vous l'ayez invité à le faire. C'est un élément essentiel de sécurité. Voilà, donc dans cet exemple, nous sommes avec Monsieur Tao, il marche devant sur le trottoir, allez tu peux y aller, va un peu devant, voilà, et on arrive à l'intersection où effectivement il y a la route qui passe et où le trottoir s'arrête. Vous allez voir que Tao, en arrivant au bout du trottoir, va s'arrêter tout seul et ne traversera absolument pas tant que je ne lui ai pas fait un signal. Le signal que j'ai par exemple, c'est de taper légèrement sur la jambe. Et tant que je n'ai pas fait de signal, Tao ne bougera pas. C'est tout. Et c'est reparti. Allez go. Un autre point important, c'est que votre chien n'anticipe pas sur le passage quand vous traversez une route. Vous avez vu Tao s'arrête avant de traverser la route. Si je traverse la route avec lui, en même temps,
je fais attention qu'au moment où je lui fais le signe pour traverser, il ne fonce pas de l'autre côté de la route, parce que ça peut être dangereux. Voilà, donc je le traverse sans laisse, je lui fais signal et on reste au pied. On traverse au pied. Là, hop. Vous voyez ce petit coquin, il a toujours tendance à anticiper un petit peu. C'est ça dont il faut effectivement faire attention. Au pied. On marche au pied. Voilà. Il marche au pied avec moi sur le trottoir. Jusque là, rien de compliqué. Devant moi, le trottoir est vide, il n'y a personne. Allez, allez file. Voilà, exactement comme dans la nature. Tao m'a marché sur le trottoir parce qu'on lui a appris à respecter cette notion de trottoir. Et il va rester une dizaine de mètres devant moi. Voilà, il va divaguer, il va faire un peu ce qu'il veut. Il va derrière, il va devant, il fait complètement à sa guise. Allez, allez, file, file. Ça lui permet d'avoir un tout petit peu de liberté dans l'espace urbain. Quelqu'un vient en face, un autre passant, quelqu'un qui peut avoir peur des chiens, un autre chien, ou vous voyez au fond un chat ou n'importe quoi, immédiatement. Allez, on marche au pied. On revient à la position la plus connue, qui est celle du pied. Là. Allez, on marche au pied. La notion du respect trottoir est importante. Allez Tao, file, file, allez, allez. Tao est devant, voilà, il va arriver à un endroit où le trottoir s'arrête. Tao doit s'arrêter avec le trottoir. Allez, il n'y a plus de trottoir. J'attends et j'attends un ordre. Qu'est-ce qu'on fait? On traverse pas. Je reste là. Allez, c'est bon, on y va. Voilà, le vélo est passé, Tao s'est arrêté, on peut continuer. Allez, file. Même en milieu urbain, votre chien doit être capable de rester dans une position sans laisse, assis quelque part sans bouger. Même si vous partez et qu'il perd le visuel, il perd votre visuel. Par exemple ici, Tao, assis, pas bouger. Voilà. Et je vais partir. Je vais partir et je vais même disparaître. Voilà. Ici, il ne me voit absolument pas. Alors on va pas faire durer l'expérience pendant 10 ans, mais je pourrais rester derrière ce fourré pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Quand je reviens, il est indispensable que je retrouve toujours Tao à la même place. Eh oui, c'est bien moi. Eh bien, donc quand vous allez promener votre chien en ville et que vous avez une course à faire dans un magasin, un truc très très court, par exemple acheter du pain, ou dans la poste, aller chercher du courrier, un truc comme ça, sachant que généralement dans ce genre d'endroit, on n'accepte pas les chiens, même tenus en laisse. Donc le coup de laisser le chien à l'extérieur d'un magasin quand vous allez faire une petite course, c'est tout à fait faisable. Mais dans cet exemple-là, on n'attache jamais un chien à l'extérieur d'un magasin. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen de se le faire voler. Le vol de chien existe. Pourquoi est-ce qu'on peut plus facilement voler un chien qui est tenu en laisse à l'extérieur d'un magasin? Eh bien tout simplement parce que, comme je le disais, la laisse change psychologiquement le rapport que votre chien a avec la personne. Moi, on va le voir dans l'exemple qui suit juste après. Quand je vais chercher du pain, par exemple, Tao est capable de rester à l'extérieur du magasin, de la boulangerie, en attendant que j'aille chercher le pain et que je ressorte. Il peut rester comme ça 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, peu importe. Il y est sans laisse. Il va rester assis sans laisse. Si jamais quelqu'un essaye de l'approcher pour le toucher, ou bien pire, pour essayer de lui attacher une laisse et de le voler, il ne l'acceptera pas. Il ne se laissera absolument pas approcher ni toucher par un étranger. Voire même si la personne est très insistante, il pourra même grogner légèrement dessus. Alors c'est pas méchant, il ne mord pas, mais c'est juste pour dire ah, stop, toi, non, j'ai pas envie que tu me touches, j'ai pas envie que tu me regardes, tu t'écartes, tu laisses mon espace vital. C'est tout à fait normal. Le même Tao que je laisserai dehors accroché en laisse parce que je n'ai pas confiance en lui, parce que j'ai peur qu'il s'en aille quand je suis dans la boulangerie par exemple, si quelqu'un passe, décroche la laisse, et Tao a, je dirais, 90% de chances de partir avec la personne. Pourquoi? Parce que déjà, il n'a pas de système d'échappatoire. C'est-à-dire que la personne va passer, hop, elle se saisit de la laisse, elle part avec le chien, il n'aura aucun moyen de s'échapper. Et la deuxième raison, c'est que ça dépend des chiens, mais d'une manière générale, psychologiquement, le chien va se dire, bah, tiens, une personne qui prend la laisse, c'est certainement quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un que je connais, ah bon, allez, je vais le suivre. Donc voilà, si vraiment vous n'y arrivez pas,
vous l'attachez effectivement en laisse à l'extérieur, mais surtout, vous ne perdez jamais, jamais le visuel de votre chien dans ces conditions-là. Un point dont on a peu parlé, on en a parlé un peu, mais on l'a peut-être pas assez évoqué, c'est le croisement des autres chiens. Votre chien qui est sans laisse, même s'il est très obéissant, quand il croise un autre chien, qu'il soit tenu en laisse ou pas, aura tendance à aller le voir systématiquement pour lui dire bonjour. Voilà. On autorise donc par principe jamais son chien à aller voir un autre chien, qu'il soit en laisse ou pas, sans autorisation. D'abord parce que ça va peut-être pas plaire au propriétaire, ensuite parce que l'autre chien n'en a peut-être pas forcément envie, et ça arrive de créer parfois des problèmes. Voilà, donc on a abordé pas mal de sujets, j'ai beaucoup parlé, on a fait beaucoup de trucs, on arrive à la fin. Et dans cette dernière partie, moi je voulais parler effectivement aux gens qui n'ont pas de chien ou qui en ont, mais aussi dans la manière d'appréhender les chiens en liberté. Que ce soit des chiens qui soient avec leur propriétaire, comme moi je le fais, ou beaucoup plus dangereux, des chiens qui sont revenus à la liberté ou qui sont des chiens revenus à l'état un peu semi-sauvage et qui peuvent être dangereux. Vous croisez un chien en liberté, il est difficile de savoir son niveau d'éducation. On reste toujours prudent, notamment si on est un objet en mouvement. Si c'est vous l'objet en mouvement, je vous assure qu'il peut être très intéressant de déjà stopper ce mouvement. Par exemple, vous êtes un jogger, vous n'avez pas trop de certitude sur le chien qui est là, il vous regarde un peu bizarrement, vous arrêtez de courir. Voire même vous arrêtez tout court. Et après, quand vous l'avez croisé, que ça a bien passé, vous reprenez la course. Un très bon exemple également, ce sont les vététistes. Les vététistes ou les personnes à cheval. Vous êtes à vélo, vous êtes à cheval, c'est un peu le même processus. Vous ralentissez l'allure. Et si vous avez une fois de plus un petit doute sur l'animal que vous allez croiser, parce qu'il vous regarde un peu bizarrement, vous changez d'allure et vous vous arrêtez. Voire beaucoup mieux, vous descendez de votre monture. Vous ne pédalez pas plus vite que le chien ne vous courra après. À cheval, ça peut se jouer, mais alors, il faut être très bon cavalier quand même. Vous descendez de vélo. Alors je sais que ça peut paraître un peu bête parce que vous allez dire, je me mets en situation de vulnérabilité. Surtout si vous êtes à cheval, vous descendez de cheval. Par exemple, vous êtes plus vulnérable, vous. Mais c'est pas complètement ça. D'une manière très générale, dans 90% des cas, le chien n'a pas le même comportement si vous descendez de votre monture et que vous arrêtez le mouvement. Il y a le fait d'arrêter le mouvement, ça c'est clair. Il y a le fait de descendre de la monture, parce que quand vous êtes sur un cheval, mais c'est valable pour un vélo également, moi, très sincèrement, je pense que le chien ne fait pas la différence. Il voit un animal dans son ensemble, c'est-à-dire une espèce de centaure. Pour lui, c'est une entité complète qui bouge. Et ça l'inquiète beaucoup. Et ça peut le rendre menaçant, surtout si le chien n'est pas éduqué ou qu'il est à l'état sauvage. Avant qu'un chien ne se mette à attaquer un être humain, il en faut quand même beaucoup. À partir du moment où il voit qu'il y a un être humain à côté de son vélo et que c'est un être humain plus un vélo ou un être humain plus un cheval, ça change beaucoup de choses. Voilà, alors ça c'est vraiment des conseils de base. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais on ne va pas avoir le temps non plus de tous les faire. Il y a un sujet très important et très sensible que je voulais vraiment aborder, que ce soit pour les possesseurs de chiens ou pour vous, les parents. Si je dis le mot parent, c'est qu'on parle du mot enfant. Les enfants sont un sujet très sensible. Je dis ça parce que c'est pas un point anodin. On a tous eu des enfants, enfin moi en tout cas, j'en ai eu, et on sait tous qu'un enfant ça va très très vite, ça échappe très très vite au contrôle d'un parent, et ça part comme une bombe. Déjà, les chiens généralement sont un peu plus inquiets avec les enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants, c'est des trucs qui courent dans tous les sens, qui crient, qui sont là. Pour lui, c'est pas un comportement normal, donc c'est suspicieux. Et généralement, ça inquiète les chiens. Déjà, ça c'est un premier point. Les enfants n'ont pas d'inhibition là-dessus. C'est-à-dire que généralement, ils n'ont pas acquis ou ils n'ont pas été enseignés sur les relations à avoir avec un animal. Et moi, ça m'arrive souvent de voir un enfant qui arrive, les bras contre-ouverts, un toutou, et qui fonce vers mon chien pour lui faire un câlin. Alors si c'est Harpo, ça se passe très bien parce que lui c'est un gros chien, vraiment, c'est une grosse patte. Tao par exemple qui souffre un peu d'anthropophobie, c'est-à-dire qu'il n'aime pas trop qu'on le caresse ni qu'on le touche quand il ne connaît pas, je peux vous dire que c'est pas du tout la même. Et donc moi par exemple, je surveille extrêmement les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas le réflexe, parce qu'on ne leur a pas éduqué, inculqué, de dire est-ce que je peux caresser votre chien ? Et donc quand vous le voyez arriver, il ne faut pas hésiter à choper même l'enfant, vous le sautez par le col, non, stop mon gars, on arrête tout de suite là. Quand il arrive de face, comme je disais, ça passe très très bien. S'il arrive de dos, que ni vous ni le chien le voyez,
c'est un autre sujet. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ni personne, ni la mère qui avait perdu le contrôle de l'enfant pendant une fraction de seconde, ni le chien, ni moi qui étions de dos, qui ne l'avons pas vu arriver. Eh bien, il y a tout simplement un enfant qui est arrivé comme une balle, les bras ouverts, pour se jeter sur Tao. Alors là, c'est une autre situation. Et là, je dis bravo pour le chien, bravo pour Tao qui a fait un bon 360 sur les mêmes, complètement surpris. Eh bien, tout simplement, il a fait un gros bouffe. Hein, là, le môme, immédiatement, il s'est arrêté. La mère qui est arrivée derrière s'est rendue compte de la situation et elle l'a cordialement un petit peu engueulé en lui expliquant qu'on ne faisait pas des choses comme ça. 9 chances sur 10 qu'un autre chien aurait beaucoup plus mal réagi. Soyez extrêmement vigilants. Par pitié, éduquez vos enfants. Alors, je sais ce qu'on dit, c'est que je n'ai pas éduqué mes enfants, ce sont vos chiens à s'éduquer, etc. Mais non. Il s'agit d'ailleurs pas que des chiens, mais pendant toute leur vie, vos enfants vont avoir à croiser des animaux. Même un chat, il y a une façon d'approcher un chat, d'avoir un comportement pour ne pas se faire lacérer, parce que le chat n'a pas envie d'être touché. Vous devez enseigner à votre enfant à appréhender les animaux, ne serait-ce que pour sa sécurité. L'enfant est petit, un animal n'a pas la même considération envers un enfant qui est petit. Alors je ne vais pas vous donner un cours, il faut aller voir des comportements réalistes qui vous mettent en situation avec votre enfant et avec des animaux et des chiens par exemple. On ne fuit jamais devant un animal par exemple, ça c'est la base de tout. Si votre enfant court encore plus vite, le chien courra encore plus vite. Quel que soit l'animal, stop, on arrête le mouvement. Mais ça, il faut l'enseigner à l'enfant. Et il y a plein d'autres choses comme ça, je ne vais pas tout parler, mais la manière de tendre la main à un chien, ne pas la mettre par-dessus la tête, le mettre par-dessous par exemple, que ça soit moins agressif, la manière de parler à un chien, la manière de l'aborder, c'est-à-dire de ne jamais le caresser sans poser la question. Ce sont des bases, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas un enfant sur deux qui ont ces bases. Toujours dans cet esprit d'humour respect, il y a à peu près 10% de la population qui n'aime pas les chiens, ou qui a peur des chiens, ou qui a véritablement une phobie des chiens. Il y a des gens qui essayent de guérir cette phobie, j'en connais, mais qui n'ont malheureusement pas réussi. Les gens qui ont des phobies des chiens doivent être respectés. Voilà. Donc c'est pour ça que depuis le début des vidéos, on a mis justement un effet tampon entre les deux pour éviter les interactions un peu trop violentes. Si vous avez peur des chiens, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas transmettre ces peurs à vos enfants. Je dis ça parce que ça se fait souvent d'une manière inconsciente. Alors bien sûr, il faut être vigilant avec les chiens. Je ne dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Mais il y a une différence entre dire à votre enfant il faut être vigilant, il faut être prudent, etc. On demande avant de caresser, etc., etc. On ne surprend pas un chien en arrivant par derrière, etc., etc. Et lui inculquer la peur. La peur ne lui servira strictement à rien. Bien au contraire, ça pourra le mettre plus en danger, notamment si c'est d'autres animaux que les chiens. Vous avez peur de chien, je sais que c'est compliqué. Ça va être très compliqué pour vous de faire cette démarche. Allez voir un éducateur canin, un comportementaliste, appelez ça comme vous voulez, et confiez-lui votre enfant. Enfin, allez-y avec lui, bien sûr. Et puis, il sera tout à fait apte et capable de mettre votre enfant en situation avec des chiens, de lui expliquer certaines choses, tout ce que je viens de vous dire, la manière de l'aborder, etc., etc., voire même promener des chiens en laisse pour l'habituer et lui montrer que s'il faut être respectueux, s'il faut savoir faire des règles et puis savoir se méfier parfois un petit peu, la peur ne sert à rien et qu'il est tout à fait possible de vivre en bonne compagnie avec les chiens sans en avoir peur. On peut être méfiant sans avoir de la peur. Il faut éduquer les chiens d'un côté, mais l'éducation des enfants est incontournable. Voilà. Voilà, j'espère que j'étais un peu long, je suis désolé que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a peut-être appris des choses, ou en tout cas que ça vous donnait une meilleure idée de cette possibilité, effectivement, de partager l'espace commun, qu'il soit naturel ou urbain, avec les différents animaux, dont effectivement les chiens, qui, s'ils sont bien éduqués et qui respectent, notamment les maîtres respectent certaines règles, et que les gens sont éduqués de l'autre côté également, dont les enfants, qu'il est tout à fait possible de cohabiter dans un espace où il existe de la liberté pour vous, dans le plus grand respect de tous. Voilà, merci de votre écoute.
Vous pouvez laisser les commentaires. De toute façon, c'est pas exhaustif. Il y a tellement de choses à dire que je suis sûr que vous pouvez également nous apporter une partie de votre expérience. Si vous avez des commentaires positifs ou des choses à apporter en plus qui sont constructives, n'hésitez pas. Ça sera toujours le bienvenu. Merci.